à chaque fois que je les vois, j'ai des palpitations dans le cœur, les mains moites. J'arrive même plus à parler. Je crois que je suis un imposteur. On est d'accord que tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête. On est d'accord. Par contre, tu peux l'empêcher d'y construire un nid. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas arrêter une pensée qui entre dans ton esprit, mais tu peux certainement te garder de méditer dessus. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. We ask ourselves, who am I to be brilliant? Who are you not to be? We were born to make manifest the glory of God that is within us. Vous écoutez T'inquiète maman, je suis bientôt riche, un podcast Océane Kouassi. Épisode 3, Jacques a dit tu réussis. 1194. C'est le nombre de jours que j'estime avoir passé avec Madame l'imposteur. Je me suis même pas rendu compte qu'elle avait dépassé la fin du contrat du bail. Faut dire qu'elle aura réussi à se rendre aussi imposante que discrète. Tu sais, elle était comme le bruit qui émane du frigo la nuit. On finit par l'oublier, car il est devenu familier. Et maintenant que Madame l'imposteur ne murmure presque plus, ça me laisse l'occasion de réfléchir à quoi ma vie aurait bien pu ressembler sans elle. C'est beau et dur à imaginer à la fois. Alors j'ai préféré poser la question à d'autres. Si je n'avais aucune notion en fait du syndrome de l'imposteur, si je n'étais pas du tout impliquée, je ne connaissais absolument rien de cet état de fait, eh bien je pense que déjà d'une, je n'aurais absolument pas de limitation. Moi, quand je réussis dans mes études, quand je passe d'un niveau à un autre, honnêtement, j'arrive vraiment à apprendre à être fière de moi. Si j'ai réussi là où je pensais avoir échoué, je serais plus contente que de penser, par exemple, que je ne mérite pas. J'ai travaillé, je me dis, ça veut dire que j'ai les capacités, en fait. Je vois plus les choses comme ça. Chaque accomplissement que j'ai, je suis vraiment fier de moi, je suis vraiment content de ce que j'ai fait. C'est comme si je pouvais à chaque fois regarder en arrière en mode waouh, incroyable ce que j'ai fait. En fait, je suis consciente que chacun, on est tous différents. Et qu'en moi, j'ai des dons et des capacités qui vont légitimer tout simplement ma place ou mon diplôme. Et je n'ai pas l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je suis qui je suis. Je suis un être unique. Et donc du coup, quand j'ai mon diplôme avec mon nom inscrit dessus, je sais qu'il n'y avait que moi qui pouvais avoir ce diplôme-là. Enfin, j'ai été en école de commerce, j'ai ensuite évolué dans des grandes entreprises. Voilà, je ne me suis jamais posé de questions sur les limitations que je pouvais avoir dans mon parcours professionnel parce que je n'en avais aucune en fait. Toutes les choses que j'ai pu commettre et toutes les victoires que j'ai pu remporter, je pense que ce sont des choses que je mérite tout simplement parce que ce soit par l'intermédiaire d'une personne ou que ce soit par mes propres forces entre guillemets, je pense que c'est toutes ces choses qui font que chacun, on peut avancer et accomplir de grandes choses. Et c'est aussi l'idée de se dire que s'il y a un obstacle, il est possible de le contourner. Voilà ce que je penserais si je n'étais pas familière au syndrome de l'imposteur. Tu sais maman, j'ose imaginer que tout parcours pourrait être aussi lisse que ces réflexions. Mais certains d'entre nous ont osé se poser l'éternelle et abominable question. Qu'est-ce que je fous là ? Tu te rends compte que cette fameuse question est la raison pour laquelle je remplis des pages presque tous les soirs, jusqu'à 3h du matin, en espérant que tu finiras par tout lire. Mais revenons au sujet qui nous intéresse. J'avais omis de te le préciser dans mes autres lettres, mais la plupart des articles que j'ai lus disent que 70% de la population mondiale a déjà eu affaire à Madame l'imposteur. Elle est très impressionnante, tu sais. Elle a le pouvoir de te suivre partout où tu vas. Dans l'acquisition de ton nouveau diplôme, ta nouvelle promotion, ta vie sociale et familiale. Plus mobile que la RATP, la dame. Dans ces 70%, les psychologues s'accordent à dire que nous ne serions que 20% à la subir au quotidien. D'ailleurs, j'en ai rencontré un de psychologue, qui a trouvé une façon très originale de se présenter. Je m'appelle Félix, j'ai 27 ans et je suis un imposteur. Pas
un imposteur activement, volontairement, mais juste dans la façon de ressentir les choses au niveau des études, des compétences dans mon travail. Tu mentionnais avant quand est-ce que je m'en suis rendu compte ou comment est-ce que je l'ai vécu. En fait, je pense que j'ai eu un peu une sorte de décrochage scolaire une grande partie de ma vie, où c'était même pas de l'imposture, c'était juste que j'y portais pas spécialement attention. Mais le problème, c'est que quand tu arrives en fac, même si c'est moins demandant qu'une école, tu as quand même un certain niveau de travail personnel qui est demandé. Et le fait est que je continuais à valider mes années et sans trop d'obstacles. Bon, je dis ça, j'étais en rattrapage la plupart des années en licence, mais j'avais pas l'impression de le mériter spécialement en fait. Parce que je voyais des gens qui cravachaient pour essayer de valider, et moi avec un niveau de travail complètement optionnel, j'arrivais à passer outre sur les paliers supérieurs. Ça c'est un peu un laisser-faire comme les Anglais aiment nous copier, mais je me laisse un peu porter par la vie, donc ça aide pas du tout ce sentiment de manque de mérite par rapport à ce que j'obtiens, ce que j'ai, où je me dis c'est juste de la chance, et c'est jusqu'à ce que la grande supercherie se fasse démasquer et que je me fais éjecter de mon diplôme, de mon job, de quoi que ce soit, quoi. Et le problème, c'est que c'est pas forcément facile d'en parler avec d'autres personnes, parce que ça, moi, le truc dont je te parle, c'était par rapport au niveau académique, au niveau professionnel. Par exemple, à un niveau de rémunération, est-ce que je suis bien payé? Est-ce que je suis sous-payé? Est-ce que je devrais prétendre, tu vois? C'est compliqué de demander à être augmenté si tu as l'impression que tu n'es pas forcément au maximal de ce que tu peux faire, et si tu as l'impression de stagner un peu. Donc tu te dis, peut-être que quelqu'un d'autre ferait mieux ce travail à ma place. On m'a recruté à un poste qui correspondait pas forcément à ce que je devais faire. Donc pendant 1 an, j'étais pas super bien. J'étais dirigé par une personne qui était très dans le contrôle et qui refusait que je sorte du carcan qu'elle avait dessiné pour moi. On a changé la personne qui était en charge de mes missions, et cette personne était bien plus ouverte à tout ce que je pouvais faire, et on commençait à mettre en place des trucs qui étaient super intéressants. Et malheureusement ça n'a pas continué, parce que forcément s'il n'y a pas le projet pour lequel j'étais recruté, je coûtais un peu cher, tu vois, vu que j'étais en bac+5 dans un poste semi-cadre. Même quand tu vois la façon dont on me l'a expliqué, c'est il y a tel truc, vous m'avez jamais, sur tel sujet, vous m'avez jamais aidé. Je suis là tout le temps, 24 heures sur 24 pour ça, et vous m'avez jamais contacté. Dites juste les choses en fait. Il n'y a pas le budget, on trouve que ça n'a pas été concluant. Je trouve ça vraiment triste de mentir aux gens, parce que justement ça renforce, dans le cadre professionnel, ça peut renforcer le sentiment de l'imposture, tu vois. Si tu gardes pas quelqu'un à la fin d'une période d'essai, pour moi tu devrais être relativement transparent sur les raisons, sans être forcément blessant ou méchant. Sur mon profil LinkedIn, j'ai toujours rien renseigné sur la partie CV, parce que je sais pas quoi dire. Parce que j'ai l'impression qu'en fait c'était une année de mascarade complète. Initialement, quand j'ai rajouté l'expérience, j'ai eu vraiment l'impression que je pouvais rien dire qui soit vrai. Soit c'était inventé, soit c'était vraiment embellir des faits qui se sont pas du tout réalisés. Donc c'est un peu complexe. Moi aujourd'hui je suis enregistré à l'ARS du 92. Tu es supposé indiquer ton statut à ces personnes, donc si tu es en train d'officier en tant que psychologue. Et je l'ai jamais mis à jour, parce que je considère que mon travail me demande pas de mettre en place des compétences de psychologue, tu vois. Sauf que c'est un travail qui correspond à mon diplôme complètement. Donc c'est un peu du puzzle mental sur est-ce que je suis vraiment psychologue ou pas, parce qu'aujourd'hui je me sentirais pas capable d'ouvrir mon cabinet de psychologie sans vergogne, tu vois. J'aurais l'impression de devoir me former à tellement de choses. Pour moi, une grande partie de ça, c'est se représenter pourquoi ton travail a du mérite, et vraiment analyser la chose, et pas juste se dire non, n'importe qui pourrait le faire. Tu sais, maman, j'ai listé mes compétences et mes acquis à plusieurs reprises. Malheureusement, cela n'a pas suffi à dégager Madame l'imposteur. Il a fallu une prise de conscience beaucoup plus longue. Un choix qui n'est pas venu sans conséquence. Tu fais quoi tes journées? Tu commences quand ton taf, toi? Mais t'aurais dû rester au Canada. Pourquoi tu postules pas là? Là? Wesh, y'a notre chômeuse préférée. Maman, qu'est-ce que je réponds à tout ça? Si tu savais comme j'ai envie d'envoyer balader certains. Et pas avec diplomatie, mais comme une femme bêtée qui se respecte.
Mais je ne le ferai pas. Car comme je te l'ai dit dans ma précédente lettre, 10 secondes de parole peuvent être synonymes de 10 ans de cauchemar. Maëlys doit être du même avis que moi. Enfin, je pense. Je dis ça parce qu'elle et moi avons beaucoup en commun. Tu comprendras bientôt pourquoi. Elle m'a brièvement rappelé Alexandra. Son enfance a été marquée par un manque de reconnaissance de ses réussites. En résumé, quête de l'excellence, comparaison incessante. Ou si tu veux, une version plus stricte de « sois plus qu'hier, mais moins que demain ». Ainsi, son cas remplissait les attentes du 4e type de dynamique familiale établi par la psychologue américaine Pauline Clance. Une dynamique qui a inconsciemment altéré son mode de pensée. Depuis longtemps, en fait, on a beaucoup d'exigences envers moi. Il faut toujours faire plus que ce que je peux faire. Depuis la primaire, faut toujours que je ramène des bonnes notes. La moyenne, c'est pas suffisant. Il y a toujours ce truc aussi de comparer mes notes à celles des autres. Même quand je ramenais une bonne note, c'était « ouais, les autres, ils ont eu combien dans la classe ?» Qu'est-ce qu'on s'en fiche, en fait, mais voilà, j'étais petite et ouais, ça a eu un impact. Pour le truc des notes, je pense que c'est resté jusqu'au lycée. Et je sais pas, un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je m'en fous des notes, j'ai plus me mettre la pression, j'ai plus envie de stresser pour ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas en fait à être angoissée pour des contrôles et des notes, parce que franchement ça m'apporte rien. Et c'est en master où là, même si dans la classe il n'y avait pas cet esprit de compétition, c'était les intervenants et les profs qu'on avait, où c'était jamais suffisant en fait ce qu'on faisait. J'étais dans une école privée de mode et c'était en alternance. Donc déjà j'étais un petit peu beaucoup même dans le monde professionnel. Et à la fin de mon master, après avoir eu mon master, j'ai décidé de me mettre au chômage parce que j'y avais le droit. De 1, pour faire une pause, parce que ces 4 ans m'avaient juste drainée, je n'avais plus d'énergie, surtout d'énergie mentale, puisque physique. Et donc voilà, je m'étais dit, bon, je fais une pause. À ce moment-là, j'avais pour projet de créer ma marque de vêtements. C'est pour ça que j'avais suivi toutes ces études dans la mode. J'étais sûre de moi. Donc j'avais suivi une formation au début de mon chômage sur la création d'entreprise pour avoir des petits tips en plus. Donc la fin de cette formation, c'est fini. Et la dame m'a dit, mais même si vous ne créez pas quelque chose dans la mode, vous allez créer quelque chose. Et à partir de là, j'ai commencé à remettre en question en fait tout mon parcours scolaire, on va dire, et même à remettre en question mon envie de créer une marque de vêtements. Et je me suis posé juste une question: est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? La première réponse était non. C'était compliqué à accepter. J'ai mis du temps. Je me suis dit, en fait, j'ai fait 6 ans d'études dans la mode dans le but de créer une marque de vêtements pour, au bout de 6 mois de chômage, me dire en fait, non, t'as plus envie de faire ça. Et oui, entre-temps, j'ai cherché du travail. Puis je voulais tester autre chose aussi. Je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses. Donc je suis en mode, ouais, non, mais peut-être bosser en tant que barista ou bartender, alors que j'ai pas du tout l'expérience, mais c'est pas grave. Tu vois, bizarrement, pour ce genre de choses, des domaines où j'ai pas les compétences, ça me dérangeait pas de postuler. Mais les domaines où je sais que j'ai les compétences et les connaissances nécessaires, j'avais pas le courage en fait de postuler. Personne m'a dit que j'avais pas les compétences pour. C'était vraiment dans ma tête. Ouais, clairement, je regrette de pas avoir postulé sur le moment. Je pense que même si j'avais décroché un entretien, ça se serait pas spécialement bien passé parce que j'étais pas dans le bon état d'esprit. En fait, quand j'étais en cours de mise en question, après avoir compris que je voulais plus créer ma marque de vêtements, je me suis rappelé juste que j'adorais dessiner. Je dessine depuis super longtemps. Ça fait un moment que j'ai mon compte Instagram et tout. J'ai fait mon profil sur une plateforme de freelance. Il manque juste une photo pour que mon compte soit visible. Je l'ai pas fait parce que en fait j'ai peur et je me dis mais ça se trouve il y a personne qui va venir sur mon profil et tout. Il y a aussi ce truc, je sais pas, c'est venu d'un coup dans ma tête quand j'ai lu les liens que tu m'as envoyés. Pour moi, on est dans mon point de vue, on est dans une société où t'as le droit de réussir, mais faut pas le montrer en fait. T'as pas le droit d'étaler toute ta réussite. Il faut rester humble. Faut rester humble parce que sinon c'est juste que tu te la pètes, que tu te vends. Donc il y a ce truc d'autocensure en mode tu sais que t'as réussi mais tu peux pas trop le montrer parce que tu risques en fait d'être, les autres vont te remettre à ta place entre guillemets. En fait, qu'on fasse des erreurs ou qu'on réussisse, on a le droit d'en parler, de le montrer. Donc ouais, moi je le vois un peu comme ça. Donc il y a une part de nous, il y a aussi le monde dans lequel on vit et surtout notre société. Maintenant je célèbre toutes les mini victoires, vraiment. Quand je termine un dessin ou même s'il n'est pas terminé,
Juste, tu vois, par exemple, bah là, cette toile, j'ai avancé, et bah, tu sais, je regarde, je suis en mode, ah, c'est bien, t'as bien travaillé. Ou des jeux, genre, j'ai un jeu sur ma tablette, genre, dès que je réussis le niveau, je suis en mode, bravo, t'es trop forte. Tu sais, déjà commencer par célébrer ces petites choses qui pourraient paraître anodines, genre, là, ça rebooste ton estime, et ça fait du bien, clairement, ça fait du bien. Alors, il y a des petits moments où je vais être en mode, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les compétences pour? Et juste après, je me dis, mais vas-y, postule, de toute façon, genre, t'as rien à perdre. Clairement, t'as rien à perdre. Et je finirai par trouver quelque chose qui me correspond, de toute façon, que ce soit en tant que salarié ou même en tant qu'artiste-auteur. Donc, ouais, non, là, je suis dans un trop bon état d'esprit, en fait, pour me laisser emporter par ce mood de, ah, t'es incompétente. On fait mon chemin de départ, en fait, du coup, Le 10e personnage de mes lettres est un jeune ingénieur en base de données. J'ai accepté d'affronter un samedi à Paris pour qu'il me raconte sa rencontre avec Madame l'imposteur. Pour le travail et tout. Du coup, je m'appelle Marc, 24 ans, depuis 5 jours. C'est un peu mon train de vie maintenant, tu vois. Je vais au travail, après je rentre, après j'ai aussi mes activités hors travail, mais sinon, ça occupe le principal de mon temps, en vrai. 10 touristes et une tempête de vent plus tard, on s'est retrouvés dans un fast-food des Champs-Élysées. Ce jour-là, j'ai appris pas mal de choses sur Marc. Au-delà du fait que le serveur se soit trompé sur sa commande, il m'a confié être un enfant spécial depuis sa naissance. Ce n'est pas la médecine qui en a décidé ainsi, mais sa maman. Depuis petit, elle lui répète qu'il est appelé à faire de grandes choses. Maintenant, ose me dire que ça te rappelle pas quelqu'un. J'entre dans mon travail, du coup je suis vraiment motivé et tout. Et on me présente mon lieu de travail. Moi ça me va, puisque c'est un domaine que j'ai un peu appréhendé avec mon alternance. À la base, ils étaient déjà en sous-effectif. Ils étaient 2 à assurer tout un service entier. Que dis-je un service? C'est vraiment la BI de toute la France. En fait, à la base, j'étais arrivé pour les aider. Et je me rends compte qu'en fait, je suis arrivé pour remplacer l'un d'eux. Parce qu'en fait, il y en a un qui est sur le départ. Tu vois. À eux deux, ils cumulent, je sais pas, 10 ou 15 ans d'expérience, tu vois. Alors que moi, j'en avais que 1 et demi. Enfin, 1 an d'expérience avec l'alternance, tu vois. Il y en a un des deux, tu vois, qui à la base était à temps plein, est passé à moitié temps. Ces sujets principaux, j'ai commencé à les reprendre. Ça demande un peu plus de connaissances métiers, mais je me dis, c'est pas grave, je pourrais m'appuyer sur l'autre aussi. Mais l'autre aussi passe à moitié temps. Donc du coup, en fait, je me retrouve un peu être le seul, être à temps plein sur des demandes qui nécessitent une grande connaissance métier. Donc moi, n'ayant pas encore fini de consolider ma base de connaissances, je ne peux pas encore avoir une base de connaissances supplémentaire. Mais moi, je ne comprenais pas ça avant. De ma manière de concevoir les choses, au début, je me disais, si on me donne une tâche, c'est que je sais la faire. Si on me sollicite pour un problème, c'est que je sais le résoudre, tu vois. Et comme moi, je suis un peu forcené, plus je ne comprenais pas et plus je persistais. Et du coup, plus je persistais, plus je recevais des critiques constructives, certes, mais pas positives. Et cela m'a fait aussi remettre en question sur, entre guillemets, ma crédibilité à ce poste-là. Et je suis quelqu'un qui, juste avant ça, était tout le temps opérationnel. Ça veut dire, dès que j'ai un truc à faire, bam, 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 je sais que je vais le faire et je vais le faire et ça va le faire. Tu vois? Et du coup, c'est vraiment là qu'on entre vraiment dans la phase, entre guillemets, crise, dans la phase critique, où cela m'a amené à une certaine paralysie au niveau du travail. Si par exemple j'avais un travail qui était assigné, je le remettais à plus tard. Je voyais ça comme étant de la faiblesse au niveau de mon travail, le fait de le dire que ça c'est compliqué, ça c'est chaud, etc. Alors que mes collègues n'avaient pas ce regard si négatif. Ce regard si négatif, c'est moi qui le créais moi-même en fait. Et cette peur-là, à chaque fois, elle m'accompagnait au quotidien. Parce que quoi qu'il arrive, je sais que ce que je fais, ça sera vu. Lors des rendus, j'avais une certaine angoisse à ce niveau-là. Parce que, à force, en fait, de recevoir un retour qui n'est pas positif, moi, ça me crée plutôt un blocage, une peur du prochain deadline. Tu vois. Donc, du coup, oui, j'appréhendais beaucoup le côté rendu, le côté travail fini. Et le côté présentation. Lorsque je suis venu et que j'ai commencé mon travail et que du coup les complications sont venues telles que l'un part, l'autre est à mi-temps, etc. En fait, je me suis mis dans le rôle de l'autre et je me suis dit ce qui est fait, je fais.
Et j'ai commencé du coup à me prendre pour une personne qui a 6 ans d'expérience en fait. Et alors que c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Je me suis mis dans un personnage qui n'est pas le mien pour l'instant. Et ça, il faut l'accepter. Avant, il y avait cette peur d'être par exemple démasqué. Maintenant, s'il y a un problème, on en parle. J'ai pris du recul sur ce que je suis par rapport au travail et ce que je fais par rapport au travail et ma qualité. J'ai pris du recul par rapport à ça. Je sais maintenant qu'il y a des choses qui doivent se faire à un certain temps et d'autres qui doivent se faire plus tard. Tout ou rien, maintenant ou jamais. Maintenant que j'y pense, j'ai été une adepte de ce concept sans me rendre compte. Et crois-moi que ça ne m'a pas laissé sans séquelles. Pendant longtemps, je croyais fermement que ne pas réussir du premier coup avait raison de mes limites intellectuelles. Une mauvaise réponse, une incompréhension, ou un devoir que je jugeais médiocre, pouvait me plonger dans un océan de remise en question, sans que je n'arrive à sortir la tête de l'eau. L'ironie dans tout ça, c'est que je m'en voulais de ne pas être un papillon performant, alors qu'en réalité je n'étais qu'une chenille. Et pourtant, cela relève du savoir commun que l'on est constamment en apprentissage, peu importe où l'on se trouve. C'est l'une des choses que je retiens de mon expérience, mais également celle de Félix et Marc, et peut-être aussi celle de Maëlys. Mika m'a également ouvert les yeux sur pas mal de choses. Je t'avais dit que son témoignage ne se terminerait pas sur une note mélancolique. Une partie de la manifestation de ces syndromes, c'est de créer la pensée des autres et de la projeter sur soi. Si tu veux, on avait une matière très compliquée en droit. Et moi, il s'avère que cette matière m'avait déjà posé des difficultés lorsque j'étais en licence. Pour le coup, j'en ai vraiment bavé, mais énormément avec cette matière. Et j'ai eu la même matière de nouveau en Master 1. Donc forcément, comme toute matière compliquée, ceux qui la découvrent pour la première fois en Master 1 n'ont pas la même, entre guillemets, facilité que ceux qui l'ont déjà travaillé. Donc je participais à l'oral, je faisais ma vie. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient me rapporter en me disant oui, tu sais, un tel et un tel, elles ont dit Mika, ça se voit, elle a corrigé la manière dont elle participe et tout à l'oral. Elle, c'est sûr qu'elle a le corrigé. Et pour le coup, ça m'a marqué. Je me suis rendu compte que ça sert à rien d'essayer de prouver ou quoi que ce soit aux autres, parce que là, pour le coup, un truc pour lequel tu as travaillé et pour lequel ton succès, tu ne le dois qu'à toi, il y a des gens qui, par je ne sais quel sentiment, on va aller créer tout un imaginaire autour de ta réussite. Et donc, ça montre à quel point, en fait, tu ne peux pas déterminer les pensées des autres. Donc, de la même manière que tu essaies de mettre une pensée... Enfin, tu projettes une pensée négative de leur part envers toi, bah, tu peux pas. Parce que regarde, là, ça, je l'avais même pas envisagé. Surtout, comme je t'ai dit, j'étais dans ma logique de moins tu te fais remarquer, moins on te remarquera. Alors que non, à tout moment, tu peux gêner sans même savoir. Après, je pense qu'il faut un certain travail pour comprendre que tu n'es pas un imposteur et que de la même manière que les autres se permettent d'être eux-mêmes, toi aussi, tu peux apporter ta propre personnalité sans chercher à correspondre à ce que tu crois que l'autre voudrait que tu sois. Il faut se pardonner. C'est aussi ce que Mika m'a dit. Pour ma part, je me suis pardonné de ne pas m'être laissé une chance d'apprendre et de découvrir les choses à mon rythme. Je me suis surtout pardonné d'avoir fait de mes acquis et mes expériences toute mon identité. C'est juste le fruit de ma réflexion, maman. Mais je ne crois pas qu'on puisse uniquement compter sur nos performances pour mettre Madame l'imposteur KO. Un jour, elles font notre fierté. Et puis un autre, on apprend qu'on aurait pu faire mieux. Et que d'autres ont sûrement fait mieux. On se dira alors qu'on n'est pas assez. Et la suite, tu la connais. Est-ce que ça te parle, l'acceptation inconditionnelle de soi ? La première fois que j'en ai entendu parler, c'était à la radio. Pour te la faire courte, le psychologue américain Albert Ellis part du principe que tout être humain est faillible, et qu'il serait donc plus avantageux de s'accepter de façon inconditionnelle, afin d'éliminer notre besoin de nous estimer selon nos performances et l'approbation des autres. Je t'avoue que j'ai eu du mal à faire le lien au début. Mais maintenant que j'y pense, qu'est-ce que Madame l'imposteur peut faire si on accepte nos soi-disant échecs au même titre que nos victoires ? Et en parlant de réussite, quel pouvoir Madame l'imposteur a-t-elle si on la définit avec nos standards et non ceux du monde ? Rappelle-toi ceci, Madame l'imposteur se nourrit de nos hontes du passé et de nos craintes du futur.
mais surtout de notre obsession pour la perfection. Tu sais, maman, j'ai essayé de m'asseoir sur ma douleur, de l'étouffer, faire comme si de rien n'était, mais je n'y suis pas parvenue. Résultat, me voilà en train de t'écrire des lettres pendant que tu penses que je refais mon CV. Si je suis honnête avec moi-même, je crois que ces jours sont la meilleure chose qui me soit arrivée en 4 ans. Les bonnes notes, parcourir 3 continents, écrire mes meilleurs textes, les réciter derrière caméra, puis enfin faire ma belle sur une estrade. Quelle vie vécue dont je suis reconnaissante, mais qui cachait au fond une grande tourmente. Aujourd'hui, pouvoir enfin affronter Madame l'imposteur afin de récupérer tout ce qu'elle m'a volé, alors qu'elle pensait s'en tirer si facilement, ça vaut beaucoup plus que de recevoir une pluie de félicitations que j'ai l'impression de mériter à moitié. Il y a un imposteur dans presque tous les aspects de nos vies, qui parfois chuchote plus qu'il ne crie, et devient donc plus difficile à démasquer. Ce qui m'a aidé à m'en détacher et m'en défaire, c'est déjà pouvoir poser un mot dessus. Déjà quand tu te dis que la manière dont tu réfléchis et dont tu réagis et dont tu te considères toi-même n'est pas normale, c'est vraiment la première étape sur le chemin de la guérison, on va dire, quel que soit le mal qui te frappe, tu vois. Nous ne sommes pas de mauvais hôtes si nous décidons de le mettre à la porte, au lieu de le mettre à l'aise et de le nourrir à nos frais. Bien au contraire. Faut pas laisser la porte ouverte aux personnes pour qu'ils pensent que tu ne mérites pas. Tu vois, dès que tu laisses la porte, ils la prennent. Si Madame l'imposteur a fait autant long feu dans mon esprit, c'est parce que je lui ai permis d'exister. Et surtout de vivre. En tout cas, j'ai bien appris une chose. C'est que c'est une menteuse. Et comme tu me l'as dit une fois, on ne peut pas construire sa vie sur un mensonge. Je pense que ça arrive à tout âge, particulièrement au tournant d'une vie. T'es pas dans ta zone de confort habituelle, c'est nouveau. Évidemment que tu te poses des questions. Qui dans la vie vient, boum, avance, défonce tout se passe bien? Presque personne, à part si t'es un génie, je sais pas, à part si t'as un niveau incroyable. Tout le monde, évidemment, tout le monde. Il y a un an de cela, je n'aurais jamais cru que le chemin de la guérison se trouverait à bord d'une voiture, dans un fast-food des Champs-Élysées, ou encore sur le quai d'une gare. En revanche, plus de 15 ans sur les bancs de l'école ne m'auront pas appris que ma vie ne se résume pas à une note ou une carrière. Je crois sincèrement que ça m'aurait évité tant de questionnements sans fin et sans but. C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. C'est un peu ça, mais version étude. Profite-le. On s'en fout de ce qui arrive après. T'es dans quelque chose, finis-le. Si j'ai encore des doutes, j'ai encore des questionnements, puis que je sais d'où ça vient maintenant, peut-être qu'il est le temps que j'essaie ces choses-là que je me suis si longtemps pas permis d'essayer. Si jamais trop tard, faut commencer malgré tout à un moment donné. Puis s'il faut que je me plante, je me planterai. S'il faut que je réussisse, je réussirai, mais je veux plus me vivre dans l'imaginaire puis juste me dire ça marchera pas. Je veux que ça marche pas ou que ça marche. En t'écrivant ces lettres, j'espère que j'ai rendu hommage à cette petite fille trop talentueuse pour son âge, mais qui n'en avait pas pleinement conscience, parce que les adultes autour d'elle avaient décidé de fermer les yeux. À cette jeune femme pleine de rêves, qui perchée au 10e étage du pavillon parent, espérait seule dans sa chambre de 11 mètres carrés. Et même si je sais que tu as eu la flemme de lire les lettres jusqu'à la fin, et que tu as sûrement remis le volume de la télé depuis un moment, je voulais te dire, maman, que je vais faire ma double tour un cycle qui m'a hanté beaucoup trop longtemps. Et puisque j'ai décidé de rendre ces lettres publiques, j'ai envie de dire à Alexandra, Maxence, Kelly, Mika, Clara, Shaima, Félix, Maëlys et Marc. Tout d'abord, merci de m'avoir confié l'une de vos batailles les mieux cachées. La deuxième chose, arrêtez de flirter avec Madame l'imposteur. Qu'elle réside dans vos souvenirs les plus douloureux ou dans les murs d'une société mal construite. Maintenant que vous l'avez démasquée, vous pouvez vous permettre de la désinviter de tous vos événements. Et enfin les gars, célébrez vos victoires, c'est important. Et si elles ne sont pas encore arrivées,
N'oubliez pas qu'il y a un temps pour tout. En attendant, appréciez tout ce que vous avez à apprendre de la chenille. Parce que je n'ai aucun doute que vous deviendrez les plus beaux papillons à la bonne saison. Pour en revenir à toi, maman, je ne panique plus entre Porte-Maillot et Charles de Gaulle Étoile à 6h01 du matin. Mieux encore, je ne doute plus. Tu sais, j'ai fini par comprendre quelque chose de très important sur Madame l'Imposteur. Elle est semblable à ce film que tu connais par cœur comme si tu l'avais réalisé toi-même. Malgré ce sentiment de première fois, ce sont toujours les mêmes dialogues, les mêmes musiques, les mêmes couleurs. Il peut y avoir plusieurs adaptations, certes, mais ce que tu dois retenir, c'est que tu connais déjà la fin. Lorsque j'ai décidé d'affamer mes pensées noires à la lumière, j'ai pris conscience des mécanismes de Madame l'Imposteur, ses petites mimiques, mais aussi ses répliques. Et tout ça bien qu'elle ait tenté de se réincarner plusieurs fois, et qu'elle le fera sûrement encore. Mais dorénavant, je la regarde comme ce film que j'ai visionné une centaine de fois, parce qu'elle n'a plus aucun secret pour moi. Finalement, je retire ce que je te disais plus tôt. Elle n'est pas si impressionnante que ça. J'ai eu cette révélation il y a quelques semaines. On ne peut pas se battre tant qu'on ne connaît pas son ennemi. Pour ma part, cet ennemi qui me semblait inarrêtable est finalement l'ennemi le plus prévisible. Tu sais, Madame l'Imposteur m'avait rejoint sur cette montagne qui me donnait le vertige. Dessus, elle paraissait tellement haute, tellement puissante. Je ne le réalisais pas encore, mais il y avait quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait atteindre. Le ciel. Bien qu'elle soit parvenue à monter très haut, sa chute n'a été que plus grande. Et tu sais quoi? Je ne l'ai même pas regardée tomber. Parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai fini par ouvrir les yeux. Mais au lieu de contempler le paysage vertigineux, j'ai enfin pu admirer les nuages qui dansaient dans les cieux. Et je me suis souvenu de cette citation. Marianne Williamson a dit un jour que notre plus grande peur n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre plus grande peur est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. Nous nous demandons, qui sommes-nous pour être brillants, magnifiques, talentueux, fabuleux? Mais en réalité, qui sommes-nous pour ne pas l'être? Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Et lorsque nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment la permission aux autres de faire de même. Tu sais, j'avais noté ces mots à part dans le but de me redonner de l'espoir. Mais tu me connais, têtu comme je suis, je préférais à chaque fois me couvrir d'inquiétude. Parfois ma vie me rappelle ce que le roi Salomon disait dans l'Ecclésiaste. Les hommes ont été faits droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. En cherchant ces détours, j'ai trouvé Madame l'Imposteur. Et j'ai fini par oublier la multitude de dons et de qualités dont j'ai hérité. Ces mêmes dons sont comme ma naissance. Je n'ai pas eu mon mot à dire dessus. Alors je me demande quelle légitimité j'ai bien pu trouver pour les assimiler à une imposture. Pour être honnête avec toi, et aussi étrange que ça puisse paraître, je crois que j'avais simplement peur de finir brûlée par ma propre lumière. Aujourd'hui, j'ai pris la décision d'arrêter de l'éteindre avec des mensonges. Je vais la laisser briller comme il se doit. Pas parce qu'elle est plus belle ou plus importante que celle des autres, mais parce que c'est la mienne et qu'elle est légitime. J'ai aussi lu quelque part que nous fleurissons comme la fleur d'un champ, et lorsqu'un vent nous caresse, nous ne sommes plus, et le lieu qu'on occupait ne nous reconnaît plus. Si mes jours sont si fragiles et incertains, je ne vais certainement pas les passer à me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Un imposteur. Je n'ai toujours pas de 0 supplémentaire sur ma fiche de paie. Mais crois-moi quand je te dis que ce que j'ai réussi à construire et déconstruire est plus que suffisant pour la suite. Je sais pas si j'ai réussi à te convaincre. Mais t'inquiète maman. Maintenant je suis sûre d'une chose. Je suis déjà riche. Signé ta fille,
Océane.